La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Le 19 octobre 1991, la tragédie vient frapper le village d'Elne, à côté de Perpignan. Chaque pouce de terrain, chaque cabane abandonnée est inspectée plusieurs fois. Les jours passent et Ingrid et Muriel, 10 ans toutes les deux, restent introuvables. Un témoin dit avoir vu dans le village un homme près d'une voiture blanche. Une voiture blanche. L'indice est mince. Des barrages routiers sont organisés, un peu pour le principe. Mais l'enquête s'enlise. L'espoir s'amenuise et 10 jours après la disparition, il est infime. Le père de Muriel lance alors un appel aux ravisseurs. L'émotion est nationale. Un coup de pouce du destin relance l'enquête. Par téléphone, quelqu'un donne le nom d'un homme. Les gendarmes vérifient. L'homme était dans la région au moment des faits. Il a déjà été condamné pour des actes de pédophilie. Il faut faire vite. Les petites sont peut-être encore en vie. Le suspect se nomme Christian Van Geloven. Il est interpellé à Saint-Dizier, à 800 km d'Elne, et emmené dans un bureau de la gendarmerie. Le 1er novembre 1991, à 15h, sa garde à vue commence. Vous écoutez le premier épisode de l'affaire Christian Van Geloven. Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire. Je m'appelle Christian Van Geloven. Je suis né le 18 avril 1945 à Eindhoven, aux Pays-Bas. Quand l'hypothèse de Van Geloven se présente, on n'a rien. Chef Rouquayrol, brigade de recherche. Le seul point positif, c'est qu'il avait une voiture blanche, une polo blanche, et qu'un témoin avait vu une voiture blanche. C'est le seul élément. On n'a ni les corps, ni les enfants, Adjudant-chef Gendre, brigade de recherche. ni un rapport direct entre les enfants, la disparition de ces enfants et Christian Van Geloven. Merci. Donc voilà votre café. Donc vous avez compris, c'est le procureur de Lourdes qui ordonne un complément d'enquête suite à votre tentative de suicide du 21 octobre dans un hôtel de la ville à cause du trouble à l'ordre public. Donc j'ai besoin d'éléments de votre vie, de votre CV, que vous me disiez un peu ce qui vous a conduit à cet acte. 2 jours après la disparition d'Ingrid et de Muriel, Van Geloven s'est rendu au sanctuaire de Lourdes. Le soir même, il fait une tentative de suicide dans sa chambre d'hôtel. Il a ensuite été rapatrié à l'hôpital psychiatrique de Saint-Dizier, près de chez lui. Le gendarme Tony Mendoza prend prétexte de cette tentative de suicide pour venir le chercher là, sans lui dire expressément qu'il est en garde à vue. Je me présente, je me dis gendarmerie nationale. Voilà, monsieur Van Geloven, on est porteur d'une enquête du parquet de Lourdes et il faudrait qu'on vous auditionne à la brigade de Saint-Dizier. Chef Mendoza, brigade de Il recherche. dit oui, d'accord, ok, il n'y a aucun problème, je prends mes affaires. Il dit non, c'est une simple audition. Vous venez, on vous amène, je vous auditionne et je vous ramène à l'issue. Là, sans aucun problème, il s'est habillé et il nous a suivis dans le véhicule. Votre profession, c'est... Je travaille dans l'import-export. Vous travaillez où? Je cherche du travail. J'étais licencié. Je suis inscrit à l'ANP de Saint-Dizier. On avait monté un stratagème, un genre de tricherie. Il fallait vraiment qu'ils croient que c'était des enquêteurs locaux qui venaient le chercher pour qu'il raconte pourquoi il s'est suicidé, comment il a fait cette tentative de suicide, pourquoi il l'a fait à Lourdes, et ainsi de suite. Et tout ça, ça devait nous amener à notre dossier. Du moins, on l'espérait, ça. C'est illégal, puisque toute personne quand même qui est entendue au sujet d'une infraction qu'elle a pu commettre doit savoir de quoi il s'agit. Martine Figueroa, avocate de Christian Van Geloven. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les placements en garde à vue sans aucune barrière légale. On a totalement triché, totalement. Pour préparer sa stratégie de garde à vue, le chef d'enquête Johnny Gendre a cherché à mieux connaître la personnalité du suspect. Démarche peu commune. Il est allé frapper à la porte du psychiatre qui suit Van Geloven depuis 1 an et demi, espérant que le médecin lui donne les clés psychologiques pour interroger son patient.
Je lui demande s'il peut me donner quelques informations, sachant pertinemment qu'il peut refuser par rapport au secret professionnel. Et ça, j'en suis tout à fait conscient. Adjudant-chef Gendre. À ma surprise, il m'explique de façon très simple la personnalité de Christian Vangeloven, à savoir il s'agit d'une personne qui aime dominer, qu'il s'agit d'un pédophile notoire. Il ajoute que c'est un individu susceptible d'avoir commis un enlèvement dont je suis saisi. Le psychiatre ajoute également que Vangeloven ne doit pas être brusqué, sous peine de garder le silence. Johnny Gendre élabore alors une stratégie à l'opposé des pratiques habituelles d'interrogatoire. C'est la stratégie de l'entonnoir. La stratégie de l'entonnoir, elle va consister au départ à parler surtout de sa vie, de ce qu'il a été. Et petit à petit, je veux l'amener sur des détails beaucoup plus précis et in fine, trouver un rapport direct avec la disparition des petites d'Elne. Quand on commence la garde à vue, on est très haut de l'entonnoir et on ne sait pas si on va arriver au fond de cet entonnoir. Mais la stratégie, elle est celle-là. Et il faut que ça soit lui qui nous y amène et pas nous. Et pourquoi vous étiez dans le sud ? J'ai cherché du travail, justement. Il avait été décidé de ne pas parler de certains mots, Chef Rouquayrol. viol, enlèvement, meurtre, pour éviter de braquer le gardé à vue. Et vous voyagez beaucoup pour votre travail ? Oui, bien sûr. J'étais un peu partout, je voyageais dans le monde entier. J'étais notamment aux États-Unis. J'y ai d'ailleurs vécu 1 an et demi. Le Japon aussi, souvent. L'Asie, l'Australie, la Côte d'Ivoire, partout. J'avais droit à des hôtels à 4 étoiles. Je couchais dans des chambres à 1000 balles la nuit. Ce n'était pas une garde à vue de voyou, c'était la garde à vue d'un gars qui était sûrement compliqué dans sa tête, mais qui était très intelligent, donc il fallait s'en méfier. Chef Mendoza. C'est pour ça que tout un stratagème a été monté par l'équipe et qu'on a sonorisé d'abord le bureau. Là, on avait décidé de mettre une multiprise où à l'intérieur était moulé un micro qui émet sur une bande FM. Et dans un bureau mitoyen, on mettait un tuner. J'ai commencé par travailler chez Armois pendant 5 ans et ensuite pour la société Philips. Chez Philips, je suis monté chef de produit. Et les enquêteurs qui étaient à l'extérieur pouvaient comme ça suivre l'événement. Là, j'étais licencié au mois de décembre l'an dernier. Deuxième stratagème, le mobilier du bureau de garde à vue est réduit à son strict minimum. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait pas de stylo, il n'y avait pas de machine, il n'y avait rien. On aurait dit une seule opération. C'était pour éviter que Vangeloven se focalise sur un objet, que son attention soit détournée, pour qu'il ne voit qu'une personne, celui qui est interrogé. Vous êtes marié, vous avez des enfants ? Oui, je suis marié en 70, j'ai 2 enfants. Eric, 21 ans, et sa sœur Claire, qui en a 18. D'accord. Et si on reprenait vraiment depuis le début... Sur la stratégie qui avait été élaborée par Johnny, on faisait ça sur du tableau papier. On mettait les équipes et les missions. Et ma mission, c'était d'entendre sa première version sur son identité, son éducation, avec qui il avait été élevé. La première équipe devait dégrossir l'individu, devait connaître un petit peu ses failles, ses points faibles, arriver à le mettre en confiance. Il fallait le laisser parler et le laisser venir à nous. Je suis l'avant-dernier d'une famille de 6 enfants, ou plutôt 11. Il y en a 5 qui sont morts. Une famille très pauvre. Mon père, il tenait un bistrot, c'était un grand alcoolique. Et ma mère s'est jamais vraiment occupée de moi. D'ailleurs, à l'âge de 4 ans, elle m'a donné. Plutôt vendu. Vendu ? C'est-à-dire ? Oui, à sa sœur, elle m'a donné. Qui, elle, en avait de l'argent et un bon mari. Mais ça s'est bien passé avec eux, vous avez été heureux ? Oui, ils sont bien occupés de moi, financièrement en tout cas. Ils m'ont donné comme un petit chat, ils sont bien occupés du petit chat. Alors face à ce genre de personnes, comme Vangeloven, on sait que si effectivement on leur dit « bon, mais arrêtez de vous plaindre », ils vont se taire. Jean-Pierre Pécastin, expert psychiatre. Si on rentre dans leur jeu, ils vont se sentir obligés d'apporter de l'eau à votre moulin. Et là, des enquêteurs bien au fait, des enquêteurs qui connaissent bien leur sujet, vont pouvoir obtenir des renseignements intéressants. Et vous étiez le seul enfant dans cette famille adoptive ? Pendant très longtemps, oui. Pendant 10 ans. Jusqu'à mes 15 ans. J'étais en pension à l'époque. Ils sont venus me voir pour me demander si ça me ferait plaisir d'avoir une petite sœur. Je dis oui. Je savais pas ce que ça voulait dire, moi. Ça a été terrible. Ils ont adopté une petite fille, une Italienne. Elle avait 2-3 ans. Mais pourquoi ça a été terrible ?
Parce que ma mère adoptive s'est plus jamais occupée de moi. Seulement d'elle. C'est comme si j'avais été abandonné une deuxième fois. D'ailleurs, il m'a adopté, elle, pas moi. Comme souvent, Van Geloven ne dit pas tout. Il inverse même les rôles. Car la demi-sœur, interrogée par Johnny Gendre la veille de l'interpellation de Van Geloven, donne une toute autre version de la vie de famille. Elle nous raconte que depuis l'âge de 5 ou 6 ans, elle est régulièrement violée par Christian Van Geloven. Et là, je m'aperçois qu'on est en face un sacré pervers. Est-ce une vengeance contre celle qui vient lui prendre l'exclusivité de l'amour maternel ? Peut-être est-ce là, dans cet apprentissage perverti de la sexualité avec une enfant de 15 ans de moins que lui, qu'on peut trouver les premiers symptômes de ce que Van Geloven appellera sa maladie. C'était pour lui le moyen d'affirmer son opposition à Isabelle. Martine Figueroa, avocate de Christian Van Geloven. Et sa volonté de lui faire du mal, puisqu'elle était à l'origine de sa souffrance et de son exclusion. Venons-en à votre tentative de suicide. Pourquoi Lourdes ? Lourdes, j'étais allé voir la Vierge. J'attendais un signe. Ah, vous êtes croyant ? Catholique. Croyant, mais pas pratiquant. Et ce signe, vous l'avez reçu ? Je suis arrivé quand les portes se fermaient, les portes de la basilique. Pourquoi vous vouliez que la Vierge vous aide ? Enfin, vous l'attendiez par rapport à quoi, ce signe ? C'est parce que je suis malade. Vous voulez dire quoi par là ? Ce qui m'a valu des problèmes avec la justice, d'ailleurs. C'est quoi ces problèmes ? Je dois dire que l'an dernier, à Saint-Dizier, au mois de juin, j'ai fait l'objet d'une procédure pour outrage public à la pudeur. Mais vous aviez fait quoi ? Je me suis déshabillé devant des petites filles, près d'une rivière. Elles se baladaient. Rien de bien méchant. Van Geloven parle relativement facilement de sa sexualité parce qu'à ses yeux, sa sexualité est normale. Jean-Pierre Pécastin. Il considère en définitive que la condamnation de la pédophilie est une condamnation morale, est une condamnation sociale. Or, Van Geloven, comme tous ces pervers, n'admettent pas cette morale. Et vous avez été condamné pour ça ? J'ai pris 2 mois avec sursis et 3 ans de mise à l'épreuve. Ma femme a fait en sorte que l'histoire n'apparaisse pas dans la presse. Ce qui a énervé une des mères, alors elle a commencé à se prendre à moi. Elle a réussi à trouver là où je travaillais, chez Oberflex, elle a commencé à s'en prendre à la standardiste. Ça a fait un vrai scandale. Vous avez compris pourquoi je vous en voulais ? Ah oui, c'était une chômeuse de quartier, elle voulait pas qu'un cadre échappe à la justice et tout, alors que moi je voulais juste repartir de bon pied, sans que ça se sache. Forcément, j'ai perdu mon boulot. Et c'est pas tout. Suite à l'acharnement de cette mère, la juge d'application des peines m'a demandé de quitter la région, ce que j'ai très mal pris. Ça peut se comprendre, ouais. Ah oui, parce qu'après tout, je suis propriétaire de ma maison, mes enfants vont à l'école, je vois mon psy régulièrement, je suis complètement en règle. Oui, c'est sûr. Elle m'a obligé à partir comme ça. Oui, c'est difficile, ouais, c'est sûr. Soit c'est pour mettre fin à ces histoires que j'ai décidé de chercher du boulot ailleurs, dans le sud. Et vous avez fait le trajet directement, d'une traite ? Parce que ça fait long. Non, je fais des pauses. Par exemple, je me suis arrêté à Orléans. Et pourquoi Orléans ? C'est aussi par rapport à ma maladie. Je me suis arrêté devant la maison d'arrêt. Ah, devant la maison d'arrêt ? Et pour quelle raison ? J'étais en prison là-bas. Et pourquoi vous étiez en prison ? Fidèles à leur stratégie, les gendarmes font semblant de tout ignorer du passé de Van Geloven, alors qu'ils connaissent parfaitement son casier judiciaire. La condamnation, elle est faite pour enlèvement de mineurs, d'une fille de 7 entre 7 et 10 ans. Il l'a prise dans sa voiture, il l'a amenée chez lui, à son propre domicile, il l'a ligotée, et il s'est fait faire une fellation. J'étais attiré par les petites filles, je leur faisais jamais rien de mal, je les ramenais toujours le long de la route, en voiture, et je les laissais partir. Jamais j'étais violent. Quand on s'aperçoit que lui minimise des faits aussi graves, on peut se dire qu'il a fait quelque chose peut-être de plus grave. En 1983, les experts considèrent que Van Geloven n'est pas dangereux. Étienne Nicolo, avocat des familles des victimes. Qu'il est réinsérable, sans aucune difficulté, qu'il est amendable. Et donc la justice
tenant compte de cette expertise, va faire preuve d'indulgence. J'étais condamné à 2 ans de prison. Finalement, je n'ai fait que 13 mois. Et comme j'ai retrouvé du boulot tout de suite après ma sortie de prison, je m'étais juré d'aller voir la Vierge à Lourdes pour la remercier. À l'époque, on considérait que les affaires à caractère sexuel étaient des affaires mineures. Et puis aussi, on tenait grand compte des expertises qui, là, ont trompé les magistrats. Je vois un psy depuis 1 an et demi. Et cette pédophilie, oui, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, hein. C'est quoi pour vous? C'est une maladie? Je suis conscient que je suis malade. Je veux à tout prix m'en sortir. J'ai des pulsions. Vous voyez, des pulsions incontrôlables. Cette maladie, vous l'expliquez comment? Et justement, on en a parlé avec mon thérapeute. Il dit que c'est à cause de mon enfance. Je dois dire que j'étais victime de viol et d'attentats à la pudeur. C'était en 6e, ça a duré 2 ans. C'était mon prof de latin. Il me donnait des cours particuliers. Oui, c'était le cas de le dire. Quand je travaillais mal, il me donnait une fessée. Quand c'était bien, j'avais droit à une fellation. Lorsqu'il nous parle de ses problèmes, on lui donne l'impression qu'on comprend, effectivement, qu'on n'est pas là pour le juger. Et donc, il donne encore plus d'explications. Il cherche encore plus à se justifier auprès de nous. Et, on a l'impression qu'on devient son confident. La prison, ça n'a pas dû vous aider. Non. C'est horrible. C'est l'enfer. Ça détruit un homme. Ça sert absolument à rien. C'est là, devant la maison d'arrêt d'Orléans, que j'ai décidé de me suicider. Le soir, dans ma chambre d'hôtel, j'ai posé mes mains autour de mon cou, j'ai serré. Et après, j'ai pris des médicaments pour dormir. Et vous êtes allé directement de Orléans à Lourdes? Non, j'ai fait un arrêt à Collioure. Un ami m'y avait prêté son appartement. Vous êtes parti quand? Je suis parti de Collioure lundi matin, en direction de Lourdes. Je suis arrivé le soir même, à 19h30. À la fermeture de la grotte, j'ai décidé de me tuer. Vous n'avez plus rien à ajouter, pour l'instant? Non, je crois pas, non. Je vous ai tout dit. Bon, on va faire une pause. Dans cette première phase qu'on m'avait confiée, c'était déjà une réussite. Vous avez parlé de pédophilie, vous avez parlé de ses problèmes, vous avez parlé de son voyage à Collioure pour chercher du travail. On était déjà dans le vif du sujet. On avait déjà un pédophile à Perpignan avec des antécédents. À ce moment-là, on a encore un petit espoir que les enfants sont vivants. Et on est obligé, par rapport à cet élément-là, à ne pas brusquer la garde à vue. Il faut qu'on reste concentré sur la stratégie de garde à vue que j'ai décidée au départ. Sinon, on va bloquer l'intéressé, et si on bloque l'intéressé, on n'a rien. On n'a ni les aveux, ni les enfants. Il est 19h, la nuit est tombée sur Saint-Dizier. Pendant les 4 heures où il a déroulé sa vie, Christian Van Geloven a laissé beaucoup de zones d'ombre, notamment sur ce voyage dans la région de Perpignan. Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.